Culture Soccer. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de CS à l'érable. Mon nom c'est Adi Raphaël, je serai votre hôte cette fois-ci pour la première partie du fameux podcast CS à l'érable consacré 100% au soccer canadien. Donc en fait, je serai là cette fois-ci parce que comme vous savez, Daniel Cameron est toujours en vacances, le petit chanceux. Et malheureusement, pour la première partie où je vais parler de CanPL, je serai tout seul. Par contre, j'aurai un invité spécial pour la deuxième partie où on va parler du championnat canadien et la finale, match retour de la finale entre l'Impact de Montréal et le Toronto FC à Toronto au BMO Field. Donc je vais commencer direct par la Première Ligue canadienne. Et cette semaine, dans la Première Ligue canadienne, il n'y a pas eu beaucoup de matchs, il y en a juste eu 3 durant cette semaine-là. On a eu en premier un match entre les Halifax Wanderers contre Valor de Winnipeg. Un 0-0 assez décevant sur le score. Par contre, un match assez plaisant à voir, avec beaucoup de tirs des deux côtés, avec de bons petits joueurs qui étaient assez bons durant ce match-là. On parle de Hakim Garcia, de Kourouma, de Gutiérrez du côté des Wanderers, alors que du côté de Valor, on a eu un Bustos assez en forme. Thaler Attardo n'a pas marqué durant ce match-là, mais ça a été quand même assez bon. Michael Pietrangelo était sur le banc, puis il est rentré en milieu de match, puis ça a été un match assez fermé en point de vue de but dans la rencontre. Par contre, un match assez plaisant à voir. Ça arrange pas les deux équipes, bien évidemment, parce qu'on sait que nos deux équipes, donc Valor et Halifax est encore dernière en date d'aujourd'hui avec 13 matchs disputés et juste 11 points récoltés, 2 victoires, 6 défaites, puis 5 matchs nuls. Alors que Valor, ça va un peu mieux, comme j'ai dit, par rapport, je le dis à chaque podcast, par rapport au championnat d'automne. Valor a maintenant 4 victoires, 6 défaites et 4 matchs nuls à la 4e place du championnat, tandis qu'Halifax est dernier. Il n'y a pas grand chose à dire sur ce match-là, à part que au moins c'était un match plaisant à voir malgré le 0-0. Dans le deuxième match du 21 septembre, parce que c'était samedi que ça s'était joué, c'était Edmonton qui recevait le Yorkline FC, donc Edmonton en Alberta contre Yorkline FC qui est un club de la grande région de Toronto. Puis ça a été une victoire de Yorkline FC, qu'on l'avait dit la semaine passée, qui avait un peu de mal sur les derniers matchs. Puis là, ils ont repris du poil de la bête en marquant assez vite dans le match, grâce à un de mes joueurs favoris, je pense que vous le savez tous, Luca Gasparotto, le défenseur central qui est canadien, qui a juste 23 ans, qui a marqué de la tête sur ce premier but-là. Après, c'était Rodrigo Gattas, le Chilien, à la 21e minute, puis Ryan Telfair, prêté par Toronto FC, qui a marqué à la 31e. Puis après, Yorkline s'est un peu contenté de regarder un peu le match, puis de l'autre côté, Edmonton a réussi à réduire la marque par Easton Ongaro. On a parlé longtemps avec mon ami Sean Vera dans un des épisodes passés. C'est un jeune joueur qui a beaucoup d'avenir, beaucoup de talent, qui serait capable d'être très très bon aux alentours de l'équipe nationale canadienne à un moment donné. Comme je l'ai dit, il est très très jeune, mais il marque encore un but, ce qui est quand même assez intéressant parce que Ongaro était quand même... c'est un joueur qui a été... refusé par les Whitecaps, puis là il est en train de prouver que finalement les Whitecaps n'avaient pas 100% raison de ne pas lui faire confiance. On sait en plus que Ongaro est rentré en milieu de match, il a juste 21 ans, il est rentré en milieu de match, puis en 17 matchs il a déjà marqué 7 buts, ce qui est quand même déjà assez bon. Et puis c'est dangereux pour Edmonton qui a vraiment une saison d'automne assez décevante. Il se retrouve en 6e place lors de ce championnat de printemps. En 13 matchs, juste 3 victoires, 5 défaites, 5 matchs nuls pour un maigre total de 14 points. Yorkline, c'était un match important pour Yorkline de prouver qu'il pourrait être dans le trio de tête. Donc, l'écart est quand même assez gros entre les équipes et les deux grosses équipes du championnat de la Première Ligue canadienne, entre Cavalry FC et Forge FC, qui ont un écart quand même de
de 9 points sur le troisième qui est York 9 maintenant. York 9 s'est débrouillé pour prouver que c'est un peu le premier des seconds, hein, comme on veut dire. Je suis curieux de voir ce qui va se passer un peu plus l'année prochaine pour York 9 parce que on s'entend que Ryan Telfer est prêté par Toronto à York 9. Puis je pense que c'est un de leurs joueurs les plus dangereux. Puis écoutez, c'est dangereux. C'est un de vos joueurs les plus dangereux et pas là l'année prochaine. Il va falloir trouver quelqu'un qui puisse rapporter la même production que lui. En tout cas, ça va être très intéressant de voir ce qui va se passer de ce point de vue-là. Edmonton, il y a beaucoup de choses à changer. Je pense que on s'attendait beaucoup de Tommy Ameobi qui a eu quelques blessures mais qui n'a pas été, même quand il était là, il n'était pas à 100% là. On s'attendait beaucoup plus, le défenseur central Didic est très bon, on s'attendait beaucoup plus d'un club qui est là quand même depuis plusieurs années malgré sa petite période de disette où il a arrêté d'avoir une équipe professionnelle pendant 1 an. Mais on s'attendait, en tout cas moi personnellement, je m'attendais beaucoup plus de ce club-là. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et puis le dernier match qui s'est joué dimanche, c'était un match entre Cavalry FC et Pacific FC. Vous avez parlé que Pacific FC, ils font jouer beaucoup de jeunes et ils ont des hauts et des bas. Et dans ce match-là, c'était malheureusement un des bas de Pacific FC qui a perdu lourdement en Alberta sur le terrain du Cavalry sur le score de 4-1 grâce à un excellent José Escalante, ancien joueur de MLS qui a marqué 2 buts à la 12e et à la 87e minute. Je vous conseille très fortement d'aller voir ces buts-là parce qu'il y a un bijou dans ce but-là et qui est le deuxième but, si je me rappelle bien, de Escalante. Il y a eu un but aussi du Brésilien Oliver Minatel à la 66e minute, puis un but sur penalty de Dominique Malonga, notre fameux nomade, qui a marqué 4-1. De l'autre côté, c'était aussi un penalty de la part de qui? De Terran Campbell du côté de Pacific. C'est intéressant parce que ces joueurs-là, ces jeunes joueurs-là sont en train d'apprendre du côté de Pacific. C'est intéressant parce que on a beau dire oui, Pacific, moi je pensais que ça allait être un des favoris pour l'année. Malheureusement, ils sont loin d'être favoris. Ils sont 5e maintenant avec juste 15 points en 13 matchs. Mais n'empêche, Pacific FC avaient ce qu'il fallait pour montrer qu'ils étaient dominants. Ils n'ont pas montré ça. Par contre, ce qu'ils ont montré, c'est qu'ils ont fait jouer beaucoup de jeunes. Donc, il y a un certain collectif qui est en train de se mettre en place pour les années futures qui peut être très intéressant. Non seulement pour Pacific, mais aussi pour l'équipe nationale, que ce soit l'équipe nationale titulaire des A ou bien des moins de 23 ans, ainsi de suite. Ça va être très intéressant. Je vous parlais aussi de Terran Campbell. C'est très important que je vous en parle parce que Terran Campbell est encore, si je me trompe pas, oui, il est encore le meilleur buteur de la ligue. Terran Campbell est déjà à 11 buts. 11 buts pour Terran Campbell. Terran Campbell qui est un jeune joueur que personne ne s'attendait vraiment à ce qu'il soit là et à ce qu'il soit aussi bon. Juste 20 ans. Et Terran Campbell était supposé être le deuxième attaquant du club, même peut-être le troisième, après bien évidemment Marcus Haber qui a été assez décevant avec ses blessures cette année. Mais là, il marque 11 buts. C'est inimaginable de voir un jeune joueur comme ça arriver à performer autant. Mais n'empêche, les héros du soir, c'est bien le Cavalry FC qui se retrouve dans cette ligue-là très bien placé. Ils sont placés maintenant premiers avec 12 matchs disputés, 25 points. Le deuxième, c'est Forge FC, 12 matchs disputés, 25 points. Il reste 6 matchs à faire. Il y a juste 18 matchs dans cette saison d'automne. Ça va être extrêmement intéressant, mais vraiment extrêmement intéressant de voir ce qui va se passer et qui va remporter ce championnat-là. Dans une autre nouvelle et qui est encore, je pense, plus intéressante, Forge FC a officiellement eu sa place de deuxième sur le cumulé. Donc ça veut dire que, on vous l'avait déjà très bien expliqué au début, c'est qu'il y a le championnat de printemps qui a déjà été joué où Cavalry a gagné. Puis il y a le championnat d'automne. Puis les deux premiers de ces deux championnats-là jouent une finale pour déclarer qui est le champion de la première ligue canadienne. Par contre, si c'est la même équipe qui gagne
les deux championnats, donc si Cavalry finit par gagner l'automne, ben à ce moment-là, ce sera la deuxième équipe au cumulé qui va avoir sa place en finale. Donc, Forge FC s'est accaparé de cette place-là. Donc, si Cavalry gagne, ben, ce sera le championnat d'automne. Ben, la finale se jouera entre Cavalry et Forge FC. Si Forge FC gagne, ben, ce sera aussi une finale entre Cavalry et Forge FC. Si les autres, par un miracle, arrivent à rattraper, que ce soit York Knight, que ce soit Valor, que ce soit Pacific, ou même Edmonton, et même Halifax peut encore gagner mathématiquement, même si ça va être extrêmement difficile. Si toutes ces équipes sont capables de remporter le championnat, ben à ce moment-là, c'est eux qui joueront contre Cavalry FC en cas de victoire du championnat du printemps, de l'automne, pardon, ce qui est quand même assez compliqué. C'est ça qui va clore notre première partie de la Première Ligue canadienne, consacrée à la Première Ligue canadienne pour cet épisode de CS à l'érable. On prend une petite pause, on revient tout de suite avec la deuxième partie. Donc voilà pour la deuxième partie de notre podcast de CS à l'érable pour Culture Soccer, bien évidemment, le podcast 100% canadien. J'ai décidé, bien évidemment, de contacter quelqu'un, un journaliste sportif pour Époque, Raoul Vaidana. Salut Raoul, ça va bien aujourd'hui? Oui, salut Adi. Merci pour l'invitation. Ben, ça fait plaisir. Je suis super content que tu aies répondu et que tu aies accepté mon invitation parce que je voulais quelqu'un. Je sais que toi, tu es très neutre par rapport à cette finale de championnat canadien. Oui, on va parler de bien évidemment la deuxième partie, donc qui a été jouée à Toronto hier soir. Aujourd'hui, on est jeudi le 26 septembre, puis ça a été joué hier le 25 septembre. Puis je sais que tu étais neutre par rapport à cette finale-là, tandis que moi, tout le monde le sait, que je suis plus un supporter de l'Impact de Montréal, même si je suis capable d'avoir une vue un peu objective de la situation. Ça reste, l'Impact de Montréal reste mon club. Donc, c'est ça, je suis très content de t'avoir avec moi. Puis, j'espère que tu vas pouvoir nous parler un peu plus de façon neutre de cette finale-là. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est ton premier podcast ou… Oui, évidemment, oui, c'est mon premier podcast et alors je suis excité, peut-être un petit peu nerveux aussi, mais on va Oh, voir. la nervosité, crois-moi, ça part très vite. D'accord. Parfait, parfait. Ben écoute, on va commencer dans le vif du sujet. Donc, pour ceux qui l'ont pas su, et je pense que ceux qui suivent Culture Soccer, ceux qui me suivent à moi, ils ont très bien su que l'Impact de Montréal a remporté le championnat canadien hier au tir de penalty 3-1 sur la pelouse de Toronto, malgré avoir perdu la partie 2, donc le match retour sur le score de 1-0. Vu que le match aller, c'était 1-0 pour Montréal à Montréal. Le match s'est décidé, donc, comme j'ai dit, au tir de penalty avec cette victoire de l'Impact de Montréal. En gros, Raoul, je veux que tu me parles un peu du match. En gros, on va rentrer en spécifique un peu plus tôt. Tu as pensé quoi de ce match-là? Est-ce que tu as aimé le niveau du match entre ces deux équipes-là, ces deux gros rivaux qui sont le Toronto FC et l'Impact de Montréal? Oui, je suis assez content de ce match. Je pense que c'était pas au niveau de 2016, mais quand même, 2016, c'était vraiment quelque chose de vraiment spécial. Mais le match d'hier, ça a commencé assez tranquillement, je dirais, dans la première demi, mais la deuxième demi, il y avait tellement de choses qui se sont passées. Évidemment, le main de Dauro, pardon, et aussi, évidemment, le but de Endo, puis Mavinga a reçu le carton rouge. Et oui, c'était un merveilleux match, un très beau spectacle. Je pense que l'Impact a très, très bien fait et je me demande pourquoi il ne performe pas comme ça en MLS parce que c'était vraiment quelque chose qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Le premier match, c'était de le même style de jeu de l'Impact et je pense que ça me fait penser à 2016, l'Impact, comment ils se sont rendus en demi-finale de la Coupe MLS en battant de grosses équipes comme DC United et les Red Bulls. Et
ils savent comment gérer cette sorte d'affaire, le match aller-retour. Ils ont bien fait ça, ils ont joué compact et ils avaient menacé TFC avec des gars comme Boyan et Piatti et Lapalainen qui est venu en deuxième demi. Toronto a mis beaucoup de pression et je pense que l'Impact a bien réagi et il mérite la victoire et le championnat. Oui, effectivement, c'est ce que je pense aussi. Je pense que de manière objective, je pense que l'Impact de Montréal s'est très bien débrouillé pour gagner ce match-là. On va en parler de ce match un peu en détail, mais je trouve bien évidemment que oui, l'Impact a joué son jeu de contre-attaque, avec beaucoup de fluidité devant entre Piatti, Boyan, Urruti, puis après Lapalainen quand il est rentré. J'ai beaucoup aimé la façon dont ces trois-là travaillaient ensemble. J'ai bien aimé. Avec une défense assez solide. Toronto a eu ses chances, mais je pense que Toronto n'a pas eu autant de chances que ce qu'ils espéraient. Il y a même eu, je pense, pendant un long moment, on pensait que, par exemple, déjà en première mi-temps, j'avais tendance à penser que Toronto n'allait jamais trouver le fond des filets. Et c'est en deuxième mi-temps que je pense qu'ils ont été très, très bons. Toronto est très dangereux. Mais tu as pensé quoi si on divise ce match-là en deux et on commence par la première mi-temps? Est-ce que tu as senti que l'Impact de Montréal il y a eu vraiment du danger sur les buts de Clément Diop? Ou est-ce que toi, tu es comme moi, tu as senti que c'est plus en seconde mi-temps que que Toronto a été dangereux? Je suis d'accord avec toi parce que je pense que la première demi, TFC a menacé, mais ce n'était pas aussi clair que dans la deuxième demi. Il y avait beaucoup de pression dans la deuxième demi. Il y avait des chances ici et là dans la première demi, la tête de Omar Gonzalez et Altidore a vraiment eu un mauvais match. Il a manqué quelques chances, évidemment, touché la barre horizontale, son tir de penalty. Mais je pense que vraiment l'Impact a bien entamé ce match, resté compact. C'était un petit peu un match d'échec tôt dans la première demi, mais je pense que l'Impact serait content avec 0-0 après 45 minutes. Je pense que TFC, peut-être, ça commence à devenir un petit peu nerveux après quand la première demi se déroule. Et je pense que nettement, après la première demi, l'Impact devrait être assez content. Parfait, parfait. J'aimerais avoir ton avis en premier. On va commencer du début, OK? On va commencer en premier par le 11 de départ lancé par Greg Vanney pour le Toronto FC, avec quelques choix forts quand même. Bon, on sait que Bono est le gardien titulaire lors du championnat canadien, donc ça, c'était pas vraiment un choix. On le savait, ça m'aurait étonné de voir autre chose. Par contre, j'ai été assez étonné de voir Morgan en tant que latéral gauche à la place de Justin Morrow. La défense centrale, je m'attendais à ce que ce soit la défense centrale numéro 1 qui soit là, donc Gonzalez Mavinga à la place de la défense Simon Moore. À droite, on a vu Richie Larea qui a été extraordinaire, on en parlera plus tard. Au milieu de terrain, on avait Bradley Osorio Delgado. Puis en attaque, on avait Endo, Pozuelo puis Altidore. Est-ce que ça t'a étonné déjà en premier? On avait beaucoup tendance à voir Nick DeLeon à la place de, par exemple, soit Osorio, soit Delgado au milieu de terrain, Justin Morrow en tant que latéral gauche, ou bien même Erickson Gallardo en tant qu'ailier gauche. Ce qu'on n'a pas vu. T'as pensé quoi des choix de Greg Vanney pour cette finale-là? Mais je pense qu'on avait besoin de 3 Canadiens dans le partant. Alors, c'est pourquoi je pense que Morgan était là. Quand même, le 11 partant du Toronto, c'était assez fort. On a introduit Omar Gonzalez. Ça, je trouve ça assez important parce que c'est sa première action dans le championnat canadien. Mais Toronto a je ne sais pas exactement, je ne me souviens pas, une très, très, très bonne fiche avec Gonzalez dans le partant, le 11 partant. Oui, l'area était excellent, vraiment causé beaucoup de problèmes sur l'aile droite dans la première demi, a été substitué après ça. Et oui, je pense que c'était un bon choix
de Greg Vanney. Il devrait avoir Altidore là. Endo, il joue très, très bien en ce moment. Marqué, je pense, 3 matchs consécutifs. Il a marqué contre le LAFC samedi soir. J'étais comme TFC, si j'étais fan de TFC, je suis fan de 2 clubs, mais comme fan de TFC, j'étais assez content avec ce 11 partant. D'accord, parfait. Et puis là, on passe du côté de l'Impact de Montréal. On sait que l'Impact de Montréal avait un gros problème parce qu'on avait Saphir Taider qui était suspendu pour ce match-là. Un fait assez cocasse parce que personne ne s'attendait à ce qu'il soit suspendu. Et même lui, il ne le savait pas avant d'être suspendu. Mais bon, il a été suspendu. Puis on a eu des choix forts aussi du côté de Wilmer Cabrera. Bon, dans les buts, on avait Clément Diop, mais ça, on s'y attendait parce qu'il il a été là lors de la plupart du championnat canadien avec James Pantemis qui l'a remplacé dans le premier match aller-retour contre York. Puis on avait Bakary Sagna à droite, Rudy Camacho et Victor Cabrera en tant que défenseurs centraux, Yuka Raitala à gauche. Au milieu de terrain, on avait Shami Chom, Samuel Piet, puis Clément Baillat. Puis en attaque, dans un 4-3-3, on avait Boyan qui jouait sur la droite, Piatti qui jouait sur la gauche, puis en attaquant de pointe, Maxi Urruti. Tout le monde était un peu curieux de voir comment l'Impact de Montréal allait se présenter. On sait qu'il y avait beaucoup de points d'interrogation sur la formation à utiliser, beaucoup de points d'interrogation sur qui allait remplacer Saphir Taider. Et du fait que, par exemple, Bakary Sagna a joué les 90 minutes à Los Angeles, il a joué les 90 minutes au Stade Saputo aussi. On sait qu'il a 35-36 ans maintenant. Est-ce qu'il aurait été capable de supporter les 90 minutes? Ben, il l'a supporté, il a été très bon aussi. T'as pensé quoi de ce 11 de départ? Est-ce que ça t'a choqué un peu? Qu'est-ce qui t'a choqué? Et à quoi tu t'attendais avant le match? Ben, la perte de Tyler, je pensais que ça allait affecter l'impact. Je pense qu'il a ses moments, mais c'est un joueur supérieur en MLS nettement. Mais j'étais très content avec le travail de Chaume. Je trouve que c'est un joueur excellent. Toujours quand je le vois, je suis impressionné. Piet a très, très bien joué. Il a eu un match extrêmement fort. Et je pense que c'est pas pour l'impact, ce n'est pas un cas de X et de O. Le collectif, la mentalité était très, très bonne. Et ça, c'est une chose qui manque en MLS, mais ça s'est bien commencé ici à Toronto. Et quand le match se poursuivait, je pense que la mentalité a resté très forte. Et TFC a monté la pression, mais l'impact a bien répondu. Je ne pense pas que je ne peux pas trouver une personne, sauf peut-être Urruti, qui a eu un match coup-ci-coup-ça. Piatti a été un petit peu silencieux, mais quand même, c'est un joueur assez dangereux. Alors, quand il est là sur le terrain, on doit le surveiller. Alors, juste avoir sa présence est important. Et Boyan a bien joué. Je pense que pour l'impact, ça ne m'a pas tellement surpris, je veux dire. On a besoin des Canadiens dans l'alignement et je pense que, oui, Sagna, je dois dire, ce gars-là, incroyable comment il peut jouer à son âge. Très, très bonne forme. Alors, je pense que l'impact a bien fait et l'alignement a bien répondu. Exactement, c'est ce que je pense aussi. On avait vu que Clément Baillat en MLS, puis des fois, on voyait que Clément Baillat, il jouait souvent sur l'aile droite. Il a été au milieu de terrain. C'était une première pour lui avec l'Impact de Montréal. On l'a déjà vu jouer. Je sais qu'il est capable de jouer aussi en tant que latéral droit, mais c'est la première fois qu'on le voyait au milieu de terrain. Est-ce que tu as senti, il était un peu perdu au début, mais comment tu as senti ce jeune joueur-là? Parce que du côté de Toronto, on n'avait pas de vraiment jeunes joueurs. C'était vraiment des joueurs confirmés sur le terrain. Bon, je pense que tu vas me parler d'Endo, mais Endo est là quand même depuis un bout. Il fait des allers-retours, ainsi de suite, tandis que Baillat, c'est vraiment sa première saison de foot professionnel. Puis là, il se retrouve en finale du championnat canadien contre le grand rival Toronto FC, mais il se retrouve aussi dans une position à laquelle il n'a pas joué encore dans les professionnels au milieu de terrain. Tu as pensé quoi de sa prestation? Je pense qu'il a bien fait. Je ne me souviens pas beaucoup de ces petites actions, mais je pense que s'ils ne sortent pas comme ayant été une pièce de faiblesse, je pense que ça veut dire que
il a assez bien fait parce qu'il pouvait utiliser les gars comme Chaume et Piet pour le protéger peut-être un petit peu. Et je pense pas qu'il a fait quelque chose de mauvais. Je me souviens pas exactement quand j'essaie de penser au match s'il y avait des actions qui m'ont vraiment sorti de sa performance. Non, effectivement, je pense pas qu'il a été. Il n'a pas eu de très mauvaises actions. Il n'a pas eu de très bonnes actions non plus. Il a été genre vraiment assez calme. Et c'est ça qu'on voulait. En fait, c'est sa job un peu dans le milieu de terrain. Et puis, c'est ça. C'est quand même intéressant de voir ce jeune-là pouvoir performer à ce niveau-là. Donc, moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Euh, J'aimerais parler, bien évidemment, du côté de Toronto de Pozuelo. Parce que on voit que Pozuelo a été, ben, je sais que tout le monde me parle de Pozuelo comme étant un joueur extraordinaire. Et effectivement, c'était un joueur extraordinaire. Il a très bien commencé la saison avec Toronto FC. Il avait marqué 4 buts, 4 passes décisives en 4 matchs. Puis après, il a un peu disparu des radars. Et ça faisait, si je regarde par exemple, juste dans le mois de septembre, si j'ajoute septembre, août-septembre, même si tu rentres juillet, il a juste, en 3 mois, il a juste 4 buts, une passe décisive. Pour quelqu'un que beaucoup voyaient comme un prochain prétendant au titre de MVP en MLS. C'est sûr qu'il a eu des hauts et des bas. Par contre, hier, il a été extraordinaire. Je trouve qu'on a vu le Pozuelo du début de saison. On a vu la connexion entre Pozuelo et Altidore. Bon, après, Altidore était pas dans un bon jour, mais on a vu de très bonnes choses de la part d'Alejandro Pozuelo. Est-ce que tu penses qu'on voit le meilleur de ce que Pozuelo est capable de donner? Je pense qu'on a vu le meilleur taux dans la saison, comme Oui. tu l'as mentionné. Je pense qu'on doit on doit se souvenir de Paul Velo que ça fait peut-être 2 saisons consécutives qu'il joue. Il n'y a pas eu un repos. Alors, moi, je crois que c'est un joueur assez fatigué. Alors, il y a eu son best régime et il y avait des contre-performances, disons. Mais je pense que peut-être maintenant, il commence à revenir un petit peu. Alors, il a bien joué hier et il a marqué son tir de pénalité, quelque chose que les autres, ses coéquipiers ne l'ont pas fait. Mais oui, il a bien joué. Il reste un joueur extrêmement important pour TFC et on verra si il va avoir assez de carburant quand on commence les séries parce que lui, c'est vraiment important. Et s'il peut découvrir la forme plus tôt dans la saison, ça va être très important pour TFC. Ouais, l'année prochaine, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, J'aimerais parler un peu de l'homme du match. Je vais en parler un peu comme ça, gentiment, en donnant en premier, moi, mon avis par rapport à l'homme du match. Parce que pour moi, l'homme du match, c'est Boyan. Je trouve que Boyan a été extraordinaire durant ce match-là. Il a été très, très bon avec le ballon. Il a fait les replis défensifs qu'il fallait. Il a été dangereux. À chaque fois qu'il avait le ballon, on sentait que la défense torontoise avait peur. Est-ce que tu es d'accord avec moi comme quoi Boyan, c'était l'homme de ce match-là ou est-ce que tu as un autre joueur en tête toi-même? Ah, c'est une bonne question. Moi, je pense que puisque Toronto a gagné le match, mais perdu les tirs de penalty, je pense que Euh, probablement, il y a un joueur torontois qui serait mon choix comme homme du match. Bien certainement, Boyan a eu un merveilleux match. Je pense que les gars comme Sean Piet aussi, on peut dire qu'ils ont été très, très bons. Mais peut-être un gars comme Pozuelo, peut-être, je ne suis pas certain si je dirais qu'il était l'homme du match, mais il a bien joué. Les gars comme aussi, Bradley, il a joué un bon match, mais c'était pas. Euh, il a un niveau plus haut qu'il peut contribuer aussi. Mais je suis d'accord avec toi. Un gars comme Boyan a très, très bien fait. Mais puisque l'Impact a perdu le match en temps réglementaire, peut-être pas que
lui, il serait mon choix, mais je ne suis pas certain. Ça, c'est une bonne question que tu m'as posée. D'accord. Ben écoute, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Moi, je trouve que c'est sûr que le but de l'Impact, c'était de gagner la confrontation aller-retour. Vu qu'ils ont gagné, moi, je le vois plus comme un truc général. Je trouve que Boyan a fait en sorte que l'Impact a pu respirer en défense chaque fois qu'il avait le ballon, en tenant le ballon assez haut, en créant certaines choses. Il a fait deux, trois passes assez clés, je trouve, durant le match, dont la fameuse passe pour la Palainen qui mène au carton rouge de Chris Mavinga. Moi, je trouvais ça. Du côté de Toronto, si jamais j'avais choisi un joueur torontois, moi, j'aurais choisi Endo. J'ai adoré son volume de jeu. Endo, il a été vraiment très, très bon. Pas juste parce qu'il avait marqué le but. Déjà, c'est un joueur que j'aime beaucoup, déjà en général, mais aussi, je trouve que Endo a été il s'est bien fait oublier. Donc, les rares fois où je voyais que le Toronto n'arrivait pas à développer son jeu parce que Chaume, Piet, Baya, il faisait attention à Bradley, il faisait attention à Pozzuelo, il faisait attention à Osorio, ben, ce qui se trouvait très souvent dans des positions très dangereuses, ben, c'était Endo. Et j'ai beaucoup aimé le petit ailier de poche de Toronto FC dans ce rôle-là. Je trouve qu'il déjà, il fait une très bonne fin de saison aussi. Il est vraiment en forme. Est-ce que tu es impressionné par Endo? Les gens ont tendance à oublier, mais Endo, c'est un joueur qui a déjà 26 ans, qui est né au Japon, sauf que il est venu ici, ben, il est avec Toronto depuis 2016. Il a été aussi aux États-Unis, à Maryland avant. Donc, c'est quand même intéressant de voir Endo parce que il a rarement eu beaucoup de confiance à Toronto. Il a beaucoup joué en MLS en 2016, puis en 2017 et 2019, 2017 et 2018, il a été prêté à l'équipe réserve où il a joué beaucoup en 2017-2018. Puis en 2019, il a fait un peu l'ascenseur entre la première équipe et la deuxième équipe. Puis depuis qu'il est avec l'équipe MLS, ben, il fait de très bonnes prestations. Est-ce que tu apprécies beaucoup, tu as beaucoup apprécié aussi la prestation de Tsubasa Endo? Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Peut-être ce serait un bon choix pour joueur homme du match hier. La chose avec Endo, l'année 2017, quand TFC a gagné tous les trophées, oui, il a été prêté. Et je pense que c'est un cas de... On te donne la chance à TFC et si tu réussis, bien pour toi. Tant mieux. Maintenant, il a sa chance et peut-être un petit peu plus de maturité et tout ça. Il commence à faire sa marque. Mais je suis d'accord avec toi que c'est un gars qu'on peut oublier avec les autres grands joueurs autour de lui. Alors, il a eu sa chance et il commence à trouver ses moyens et de contribuer très, très rapide. Peut-être dans l'aspect de finition, il perd beaucoup de chance, mais il marque aussi quand il a sa chance. Alors, quand je vois des passes de lui, de temps en temps, il rate la cible et rate le joueur qui veut rejoindre. Mais de temps en temps, si on utilise sa vitesse, il est peut-être capable de marquer aussi. Alors, je pense que en ce moment, il joue très bien, mais je ne suis pas certain à long terme comment il va contribuer. Il y a beaucoup de joueurs, il y a beaucoup de compétitions à Toronto. Alors, ce que Greg Vanney peut faire, c'est d'aller avec les joueurs qui sont en bonne forme, mais maintenant, c'est lui. Oui, effectivement, et juste pour le mentionner pour nos auditeurs, Tsubasa Endo a joué son premier match avec Toronto FC en 2019, le 27 juin. Il avait joué aucun match entre le mois de mars et le mois de juin avec l'équipe 1, donc 27 juin, donc on est presque au mois de juillet. Puis depuis, il a 11 matchs MLS, dont il a 8 matchs en tant que titulaire. Plus il a 3 matchs en championnat canadien, 3 des 4 matchs en championnat canadien en tant que titulaire. Donc, bref, quelqu'un qui a fait un peu son trou avec le Toronto FC. Du côté de Montréal, je reviens, j'essaie de couvrir les deux équipes équitablement. Du côté de Montréal, ce que j'aime beaucoup, je ne sais pas si tu es au courant, Raoul, mais la dernière fois qu'on avait vu Victor Cabrera et Rudy Camacho
en défense centrale pour l'Impact de Montréal. Je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'est cette fameuse défaite à Kansas City contre le Sporting Kansas City en MLS. Et c'était une défaite cinglante pour l'Impact de Montréal sur le score de 7-1. C'était la deuxième fois qu'on voyait ces deux-là. Je peux te dire que beaucoup de supporters de l'Impact de Montréal ont eu beaucoup de sueur froide dans leur dos quand ils ont vu l'alignement de départ de l'Impact de Montréal. Est-ce que toi aussi, tu as pensé à ce match-là à Kansas City et comment tu as trouvé la prestation de la charnière centrale du bleu-blanc-noir? Honnêtement, ce que tu viens de me raconter, je ne savais pas que c'était seulement la deuxième fois que Cabrera et Camacho sont ensemble au milieu de terrain défensif. Alors, je n'avais pas de sueur froid à cause de ça, en me souvenant de ce qui s'est passé contre Sporting Kansas City. Mais je dirais que, moi, en regardant ce match, moi, je dirais que ces deux gars-là ont beaucoup d'expérience, jouer ensemble. Ça, c'est qu'est-ce que. Il paraissait comme ça parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup de fautes, peut-être pas de fautes du tout. Et je pense que, oui, c'est quelque chose de mystérieux pour moi. Ce derby, les joueurs se sont élevés pour ce derby. Collectivement, tout le monde était sur la bonne page, la même page. Alors, je pense que la communication entre toutes ces pièces sur le terrain, ça a très bien marché. Alors, oui, ça me surprend que tu me dis qu'ils n'ont pas joué ensemble. Je sais en regardant les matchs d'Impact, mais je ne savais pas que c'était seulement. C'est ça, parce que la première fois, c'était une grosse catastrophe à 7-1. Mais comme tu l'as dit, moi aussi, je trouve qu'ils ont fait un très bon match, les deux ensemble. Et je trouve que ça a été quand même assez étonnant. Je m'y attendais pas. J'ai beaucoup aimé le match de Victor Cabrera sur José Altidore. Rudy Camacho a fait ce qu'il fallait en couvrant les espaces que José Altidore essayait de libérer pour les autres attaquants, que ce soit les ailiers, que ce soit les milieux de terrain. On a vu Rudy Camacho vraiment se dépenser pour être sûr que le reste de la défense soit saine et sauve. Et Cabrera était vraiment assigné à Altidore. T'as pensé quoi du match d'Altidore? Est-ce que tu penses qu'il a été vraiment dérangé par Victor Cabrera ou est-ce que tu penses qu'en fait, Altidore a juste eu un mauvais match? Parce que on s'entend, Altidore n'a pas été au niveau qu'on attend d'Altidore dans une finale du championnat canadien, n'est-ce pas? Oui, je pense qu'il a juste tout simplement eu un mauvais match, mais certainement qu'est-ce que Camacho et Cabrera ont fait, ça va lui affecter. Mais je pense que, oui, normalement, Altidore a une réputation d'être un très, très bon attaquant quand TSC a besoin. On s'en souvient de ses buts importants dans les playoffs l'année auparavant. Et on ne peut pas questionner ses capacités comme attaquant. C'est un très, très bon attaquant, mais hier, ça n'a pas marché pour lui. Il a manqué plusieurs chances, plusieurs bonnes chances et aussi son péno aussi. Mais oui, je pense que collectivement, l'impact l'a affecté, je dois dire. Et oui, il a tout simplement eu un mauvais match, mais ça reste que l'impact aussi l'a affecté. Oui, effectivement, la défense de l'Impact a dû sûrement l'affecter. J'aimerais qu'on parle un peu de ce match-là. Déjà, en premier, que je dise à nos auditeurs, l'Impact de Montréal a soulevé pour la 10e fois de son histoire la Voyageurs Cup. C'est vrai que ce n'est pas la 10e fois qu'il a gagné le championnat canadien, mais c'est la 10e fois qu'il soulève la Voyageurs Cup. On sait que dans le temps, ce n'était pas effectivement le même format. C'est juste en 2008 que le nouveau format est rentré en place avec une sorte de coupe, avec une sorte de format de coupe, avec bien évidemment des matchs aller-retour, ainsi de suite. Mais avant, ça se jouait à l'intérieur d'une saison. Mais n'empêche, si on regarde l'historique de cette coupe-là qui s'appelle la Voyageurs Cup, c'est la 10e victoire de l'Impact de Montréal, tandis que Toronto FC en a 7 en date d'aujourd'hui. Est-ce que tu penses que c'est quand même important pour l'Impact de Montréal d'avoir soulevé ce trophée? On sait qu'ils passent par une très mauvaise période avec le fait qu'ils ont renvoyé leur coach et ils sont sur le point de ne pas se qualifier dans les séries, pour les séries éliminatoires pour une 3e saison consécutive. Il y a beaucoup de flou autour du club. Est-ce que tu penses que ça va beaucoup aider le club
de manière moralement, ça va beaucoup aider le club. Ça va beaucoup aider aussi le club à ramener aussi une certaine notoriété du point de vue qu'ils sont qualifiés en Ligue des champions de la CONCACAF l'année prochaine et qui peuvent à ce moment-là peut-être attirer un peu plus de monde qui serait intéressé par cette compétition-là. Tu penses quoi du résultat de cette finale-là pour l'avenir de l'Impact de Montréal? Oui, c'est un résultat extrêmement important pour l'Impact de battre Toronto et célébrer tout ça dans BMO Field. Ça, c'est très important. Je pense que ce que ça me montre, et j'espère que l'Impact aussi va penser que, voyons, ils ont de bons joueurs. Et la seule chose, c'est que ils ne performent pas toujours de la bonne manière, mais ils sont capables de le faire. Et ce que Cabrera, l'entraîneur, a fait, je ne sais pas comment il a soulevé son équipe ou est-ce que c'est seulement l'aspect de Derby. On peut voir que l'Impact est une bonne équipe. On s'en souvient du taux dans la saison. Ils ont eu beaucoup de bons résultats. C'est une équipe qui s'est... Moi, je pensais que certainement, ils vont se qualifier pour les séries. Mais je pense que, oui, évidemment, l'année prochaine, c'est certainement prestigieux de représenter le Canada dans la Ligue des champions. Je pense que ce sera honnêtement une distraction pour l'Impact parce que on ne peut pas oublier qu'il y a des problèmes dans l'effectif un petit peu et ils ont besoin de renforts. Et ça va être difficile l'année prochaine, mais quand même, c'est prestigieux et c'est bon pour le club d'être dans la Ligue des champions. On s'en souvient en 2015, qu'est-ce qui s'est arrivé? Une très bonne séquence, battant comme les équipes comme Alajuelense et aussi Pachuca. Alors, ça va ramener de très bons souvenirs aussi et on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Alors, dans cette situation, de jouer en tournoi, c'est différent de jouer saison régulière. Alors, on verra. Mais c'est une bonne opportunité pour l'Impact et espérons qu'ils vont se préparer bien pour tout ça et gérer tous ces matchs extra. Oui, exactement. Je pense que ça va être très difficile. Il va falloir avoir une grosse profondeur de banc. Une dernière chose par rapport à Toronto FC, j'aimerais que tu me parles un peu de l'avenir des joueurs qui ont été un peu la colonne vertébrale de cette équipe de Toronto. C'est déjà 2017 qui avait gagné les 3 championnats. On parle de Michael Bradley, de Josie Altidore, des joueurs qui sont là, on sent depuis des années et des années. Est-ce que tu penses que c'est le moment de changer, c'est la fin d'un cycle, ou est-ce que tu penses que Michael Bradley et José Altidore devraient continuer à faire partie du nouveau cycle de Toronto FC? Parce qu'on commence à sentir que les deux, je dirais pas qu'ils sont sur la pente descendante parce que c'est pas vraiment le cas, mais on commence à sentir qu'ils sont un peu trop confortables du côté de TFC. Je sais pas si tu es d'accord avec moi. Bradley est encore très, très bon. Il a quand même 32 ans. Est-ce que ça vaut la peine de recommencer un nouveau cycle avec lui? Tandis que Altidore, lui, est à 29 ans. Donc, mais on sait qu'Altidore, c'est pas quelqu'un sur lequel tu peux vraiment construire parce qu'il est trop souvent blessé, malheureusement. Est-ce que tu penses que c'est le temps pour Toronto FC de commencer un nouveau cycle ou ils vont encore continuer 1 an ou 2 avec ces joueurs-là? Oui, je pense qu'ils vont continuer un autre an ou deux avec ces deux-là. Ils ont encore beaucoup de qualité. Je pense que Bradley a vraiment élevé son niveau. Ça fait plusieurs matchs maintenant. Il a commencé la saison pas très fort, on doit l'avouer. Altidore, oui, il est souvent blessé et c'est toujours un risque avec ce gars-là. Mais je pense que dans le futur, le TFC regarde à des gars comme Liam Fraser, peut-être il sera capable de rentrer dans la place de Bradley. Il n'est pas encore prêt, mais il y a beaucoup d'attentes pour lui, anticipation pour ce qu'il peut apporter. Mais pour le moment, je pense que maintenant TFC, c'est encore une très, très bonne équipe. On voit depuis plusieurs matchs, ils sont en bonne forme. Ils ont presque battu LAFC, NYCFC et les Revs. Ils jouent bien sur la route maintenant. Mais je pense qu'encore, on peut se fier à ces deux gars-là et les entourer avec les bonnes pièces. Et
continuer comme ça, mais dans 2 ans ou quelque chose, peut-être un an, on doit aller examiner tout ça. Oui, exactement. Ben, je suis d'accord avec toi par rapport à ça. Juste pour mentionner, oui, c'est vrai qu'ils ont fait un match nul à LAFC, puis effectivement, ça aurait pu être une victoire, mais aussi, il faut dire que LAFC est sur une période assez difficile pour eux en MLS, où ça fait un bout qu'ils enchaînent les prestations assez décevantes. Ils ont tellement d'avance en MLS pour le Supporter Shield je sens qu'ils ont plus trop de pression. Ils attendent les playoffs avec impatience. Oui, Mais oui, mais par contre, la prestation de Toronto à New York, sur le fameux terrain des Yankees a été oui, quand même très, très bonne. Mais je suis d'accord avec toi. Je pense que Bradley et Altidore, c'est vraiment de bons joueurs sur lesquels on peut encore se fier pour un an ou deux. Donc, je pense que c'est à peu près tout. J'aimerais que tu me donnes ton dernier avis de la même façon que tu as parlé de Bradley et Altidore. J'aimerais que tu me parles un peu de Nacho Piatti. Est-ce que tu penses que Nacho Piatti devrait rester à Montréal pour un an ou deux aussi, ou est-ce que tu penses qu'il a quand même 34 ans puis c'est le temps de passer à autre chose? oui, une bonne question. Peut-être seulement un autre an, mais je pense que vraiment cette année, l'Impact s'est débrouillé sans lui pendant plusieurs matchs. Euh, Bien sûr, on peut voir son impact sur l'effectif et sur les autres équipes qui doivent jouer contre lui. C'est un joueur de la plus haute qualité. J'espère qu'il pourrait jouer un autre an. Je pense qu'il a beaucoup encore à contribuer à l'impact. On se souvient de son but dans le match à Stade Saputo. Alors, il a ses chances. Il était plutôt silencieux un petit peu dans le deuxième match, mais je pense que si l'impact peut l'utiliser une autre année, ce serait la bonne affaire pour eux. Il a beaucoup de qualité, mais oui, après ça, un an, je ne sais pas s'il pourra continuer. Les blessures, ça va être plus difficile dans le futur. Parfait, parfait. Ben écoute, je suis complètement d'accord avec toi. J'aimerais bien le voir un an au gros maximum parce qu'on sait qu'en février prochain, il aura déjà 35 ans. Donc, c'est plus très, très jeune. Raoul, moi, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur cette finale du championnat canadien parce que je pense qu'on a tout couvert. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? Juste une autre chose, Oui, je voulais dire que je suis tellement impressionné avec Clément Diop. On n'a pas parlé beaucoup de lui, mais oui, bien son évidemment. premier match était merveilleux et aussi, évidemment, dans les tirs de pénalité, il a arrêté le tir de Patrick Mullins. Je ne sais pas s'il a touché le ballon sur le tir d'Osorio et Altidore, mais quand même. Il a été très, très bon. Je pense que c'est le temps pour lui d'être le gardien partant. Je n'ai pas beaucoup de problèmes avec Evan Bush. Il a fait du bon travail pendant plusieurs années, mais je pense que en perdant Crépeau, on voit qu'est-ce qu'il peut faire s'il a la chance. Et c'est peut-être le temps pour Clément Diop la saison prochaine. Oui, je suis 100% d'accord avec toi et ça, c'est l'opinion générale de la plupart des fans de l'Impact de Montréal. Clément Diop, qui a été très, très bon. On oublie que Clément Diop, on a l'impression qu'il est là depuis des millénaires, mais il est juste là, il a juste 25 ans, il est encore très jeune. Il a sa carte verte, ce qui est très important pour les clubs canadiens parce qu'il n'a pas besoin d'occuper une place d'étranger. Et c'est drôle parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, je ne sais pas si, moi je suis quelqu'un, pour ceux qui ne le savent pas, je suis quelqu'un qui suit beaucoup la Ligue 1 en France. Il a joué à Amiens en Ligue 2. Puis il n'était pas très très bon. Puis il est venu à LA au Galaxy. Puis la saison 2017, pardon, la saison 2017, ouais, il a joué la plupart du temps titulaire. Il a joué peut-être à peu près une quinzaine ou une vingtaine de matchs avec LA Galaxy. Puis il a fait de bonnes prestations, mais pas très bonne. Il a fait quelques bourdes et puis tout le monde pensait que c'était un mauvais gardien. Puis après, c'est l'Impact de Montréal qui l'a pris. Mais juste après, dans cette année 2017, il avait aussi une apparition avec son équipe nationale d'origine qui est le Sénégal. Et j'étais en train de lire un des blogs sénégalais. Puis Diop est nommé comme un des pires joueurs à avoir porté le maillot de l'équipe nationale sénégalaise. Donc, Wow. je pense que nos amis sénégalais, si jamais ils ont une façon de voir le match et le match aller et le match retour de cette finale du championnat canadien, je pense qu'ils changeront d'avis assez vite
par rapport à Clément Diop, parce qu'effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. C'est l'avenir de l'Impact de Montréal. N'oublions pas que Evan Bush n'est plus très jeune, lui non plus. Il a déjà 33 ans. Il a un gros contrat. S'il y a quelqu'un qui est prêt en MLS à prendre le contrat d'Evan Bush, moi, je le ferai sans hésiter, puis je garderai à Clément Diop dans les buts. Oui, complètement d'accord avec toi. Oui, quelqu'un devrait envoyer la vidéo au Sénégal, là. Oui, je pense qu'il va falloir le faire à un moment donné. Je vais m'en charger. Malheureusement, j'ai pas de contact direct avec la fédération sénégalaise, mais on va tenter de faire quelque chose par rapport à ça. Raoul, je veux te remercier beaucoup d'avoir accepté mon invitation et de t'avoir rendu disponible. Est-ce que tu pourrais juste dire à nos auditeurs comment ils peuvent te rejoindre, comment ils peuvent te parler et discuter avec toi par rapport pas juste à l'Impact de Montréal, par rapport à la MLS, par rapport à TFC, par rapport, je suppose que tu suis aussi Vancouver et que tu suis d'autres équipes de la MLS. Donc, comment te contacter? Oui, je suis sur Twitter et mon nom c'est Hervé Soubar, ET Sport. Et je suis toujours là pour discuter. J'aime parler de football. C'est mon sport favori et je regarde la Ligue anglaise, je suis ça assez soigneusement. Et surtout aussi l'MLS, c'est les séries et les équipes canadiennes dans la Ligue. Alors, oui, parlez avec moi. Parfait, parfait. Et est-ce que tu as dit que tu suis juste comme ça pour la forme? Tu as dit que tu suis la Ligue anglaise. Est-ce que tu as une équipe favorite? Non, pas exactement. Je suis encore assez neutre, mais peut-être j'espère que ça va aller meilleur pour Arsenal. Quand j'étais beaucoup plus jeune, j'étais un gros fan d'Arsenal avec les gars comme Ian Wright et après ça Bergkamp et Thierry Henry. Alors, on a vécu la même époque, je pense, Raoul, toi et moi. Moi aussi, c'était un de mes clubs favoris en Angleterre. Bref, revenons au Canada. Ben, écoute, ça a été magnifique cette année, le nouveau format du championnat canadien. Je suis très, très heureux de voir ce format-là. On espère qu'on va avoir beaucoup plus d'équipes de la CanPL qui vont se joindre à la Ligue, la première Ligue canadienne, on devrait avoir des nouvelles, je pense, assez vite pour les nouvelles expansions et que ce championnat canadien-là soit encore plus grand avec, j'espère, plus d'équipes. Peut-être donner un peu plus de chance aux équipes de la Ligue semi-professionnelle, que ce soit la PLSQ, que ce soit la Ligue 1 Ontario, ou peut-être même de ligues semi-professionnelles autre part, parce qu'il y en a d'autres au Canada. Donc, j'aimerais voir ce championnat canadien-là évoluer encore plus pour qu'il soit de plus en plus profond, qui ait beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus d'histoires comme ces jolies histoires qu'on a vues cette année, dont la fameuse victoire des Whitecaps de Vancouver, des Cavalry FC contre les Whitecaps de Vancouver. Des histoires comme ça qui font qu'il y a une saveur de coupe, une saveur de championnat qu'on aime autant. Encore une fois, Raoul, merci beaucoup d'être rejoint à moi. Ce sera tout cette fois-ci pour notre épisode de CSA l'érable. Merci à tous les auditeurs de nous écouter et à la semaine prochaine.